On va se présenter rapidement un tout petit peu plus tard parce que nous, on voulait vraiment parler du sujet qui est un sujet majeur et on en parle depuis toute la journée, les RH face aux enjeux de demain. Donc, on va être deux à intervenir. Pour faire une introduction, en fait, quand même, sur ce côté RH, digitalisation, etc., ce n'est pas des sujets nouveaux. Hein. On en parle depuis un certain temps quand même de l'avènement du RH, du marketing RH, des nouveaux modes de collaboration, des nouvelles générations, de leurs attentes, de leur mode de comportement, de l'intelligence artificielle. Tout ça sont des sujets qui sont quand même déflorés depuis un certain temps, mais on ne sait pas pour autant vraiment les appréhender au sein des organisations. Alors, il y a une petite étude que j'aime à citer, qui est assez intéressante d'après une étude donc, de PricewaterhouseCoopers, qui regardait en termes d'obsolescence non seulement des compétences, mais aussi en termes de pénurie des compétences. On se rend compte que 30% des entreprises anticipent une obsolescence des compétences en interne, donc que ce soit des TPE-PME et que ce soit à court terme, voire à plus long terme, c'est-à-dire au-delà de 3 ans, alors que 20% des entreprises anticipent une pénurie des compétences à court terme, quelle que soit la taille des entreprises, mais ce chiffre monte à 40% au-delà de 3 ans. Donc, il y a quand même bien des sujets, et il y a des sujets à aborder, je dirais, dès maintenant pour être prêt quand même dans les années qui arrivent. Alors, l'impact du coronavirus, il y a eu plein d'études qui ont commencé à être faites. Il y en a une qui est assez référente aux États-Unis, qui s'appelle The Big Reset Playbook, qui a été faite en août 2020. On voit 5 éléments majeurs qui en ressortent. L'apparition de nouvelles façons de travailler, rien de nouveau jusque-là. Les nouvelles priorités financières, ça c'est un vrai sujet aussi parce que ça va redistribuer quand même pas mal de choses. Un nouveau rôle plus empathique pour les dirigeants. On parle de confiance, on parle d'accompagnement, on en a parlé précédemment et c'est tout à fait un sujet qui devient d'actualité. Un accent sur la confiance, le bien-être et le soutien. On est beaucoup moins, effectivement, Elvire va en parler plus tard, dans le management, on va dire, directionnel, on est plus dans l'accompagnement, on est plus dans le manager coach. Et ce qui nous intéresse particulièrement, le nouveau rôle des DRH. Un nouveau rôle pour les DRH. Alors, la question qu'on a voulu se poser, nous, au sein de cette conférence, c'était comment mettre l'innovation au service du quotidien des RH. Parce que c'est intéressant et c'est génial toute cette matière que l'on peut récupérer tout au long de ces conférences. C'est très riche, je dirais, en ouverture d'esprit, mais au quotidien, comment ça va s'insérer tout ça dans mon quotidien quand on est une personne travaillant dans le service des RH. Alors, pour vous en dire rapidement un tout petit peu plus sur nos parcours et de façon très orientée RH, moi, j'accompagne la montée en compréhension et la conception de plans d'action des équipes au sens large et notamment des équipes RH en matière de digitalisation et de marketing RH. Et je conçois aussi par ailleurs des parcours et des programmes sur la digitalisation des RH pour les écoles de commerce et pour les universités d'entreprise. Elvire, je te laisse dire 2-3 mots. Oui, alors effectivement, donc on a basé. On m'entend là? Oui, on t'entend très bien. C'est ça. On a basé notre conférence sur notre complémentarité avec Cathy, puisque effectivement, moi, je m'inscris plutôt dans l'accompagnement en matière de stratégie RH et managériale auprès des dirigeants d'entreprise et des managers, à la fois sous forme de conseils, mais aussi en tant que formatrice sur le développement managérial. Et en fait, depuis une dizaine d'années, je me suis passionnée pour toutes les transformations des entreprises et l'accompagnement des équipes qui est afférent à ces projets-là. Alors, on a identifié 6 enjeux majeurs dont on a envie de vous parler. La première reste quand même cette notion de coopération avec l'intelligence artificielle. Et quand on parle de coopération, vous allez voir qu'il y a des choses à faire. Il ne faut pas refuser tout ça parce qu'effectivement, c'est différent, ça entraîne des grandes évolutions, mais ça peut aussi entraîner de vrais bénéfices pour les équipes. Après, on ne peut pas ignorer le sujet du sens et de la raison d'être qui devient un enjeu majeur, notamment pour les nouvelles générations au travail. Et quand on pense aux nouvelles générations, ce sont bien évidemment les générations Y, Z. Un de mes sujets fétiches, c'est le marketing RH. Et le marketing RH, on ne peut pas le décorréler de l'expérience collaborateur.
Enfin, c'est comment utiliser les technologies au service du recrutement. On en a parlé aussi précédemment. Et dernier enjeu qui nous semble absolument fondamental, c'est la nouvelle gestion de la performance. Et Elvire va vous en parler un peu plus tard. Alors, la digitalisation, c'est un terme qui veut dire beaucoup de choses, pas grand-chose, tout à la fois. Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi, pour quand et pour qui. Alors, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ignorer que le monde est en mouvement et que nous sommes en perpétuelle innovation. C'est un fait et maintenant, il va falloir vivre avec. Et moi, je trouve ça génial parce que ça nous permet de nous challenger régulièrement. Alors, cette digitalisation, bien évidemment, impacte la transformation des organisations, mais pour vous, RH, je dirais que dès aujourd'hui, elle a pour ambition, notamment, de vous libérer de tâches fastidieuses, de tâches qui vous prennent beaucoup de temps et vous n'avez pas beaucoup de valeur ajoutée sur ces tâches-là, et afin de vous permettre de vous focaliser plus sur la partie stratégie et sur la partie accompagnement individuel des personnes, des collaborateurs de l'entreprise. Après, c'est vrai, il va falloir apprendre à collaborer avec les technologies, mais vous allez voir, ça peut être quand même assez intéressant. Elvire, je te laisse parler de ce chiffre. Oui, alors effectivement, ça c'est un chiffre que vous pouvez retrouver aisément un peu partout dans toutes les études et rapports qui ont été publiés ces 2 ou 3 dernières années, où effectivement, apparemment, 9 entreprises sur 10 aujourd'hui se disent déjà engagées dans une transformation digitale. Visiblement, ce chiffre n'est pas très différent en fonction des tailles d'entreprises, que ce soit des grandes entreprises ou des PME. Par contre, il y a une différence de maturité qui semble exister selon les tailles des entreprises sur le niveau on va dire d'engagement des entreprises sur ces transformations. Donc, on avait envie de voir un petit peu si ça se vérifiait au niveau de notre public. Et on va vous lancer un petit sondage pour savoir… Olivier, on va te laisser opérer sur cette partie-là, de pouvoir mettre le sondage à l'écran. Voilà, on aurait aimé savoir parmi vous quels sont ceux qui ont déjà entrepris une démarche de digitalisation et quel est votre comportement face à ça. Est-ce que vous êtes passif, c'est-à-dire que vous vous y intéressez mais vous n'avez encore rien engagé? Est-ce que vous êtes investigateur, c'est-à-dire que voilà, vous démarrez cette démarche et vous commencez à mettre des choses en place? Expérimentateur, donc vous avez voilà, déjà bien engagé un certain nombre de démarches sur différents champs. Ou est-ce que vous êtes meneur, moi ce que j'appelle aussi conquérant, c'est-à-dire pionnier sur le sujet et que vous pensez être très mature sur la digitalisation dans votre entreprise? Est-ce que vous voyez le sondage s'afficher, Olivier? Est-ce que tu peux nous le confirmer? Ah, je ne sais pas si on voit Olivier. Olivier, tu l'as? Je suis là, oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous mettre le sondage en ligne? Alors absolument, tout à fait. Le sondage, il arrive. Voilà. Voilà. Donc, on vous laisse 5 secondes pour y répondre parce qu'on est challengé par pas beaucoup de temps. Donc, passif, investigateur, expérimentateur ou meneur? Passif, vous êtes au début. Investigateur, vous avez commencé à défricher. Expérimentateur, vous êtes déjà en route. Et meneur, vous êtes vraiment déjà bien avancé. Bon, est-ce qu'on a matière à récupérer des réponses? Allez-y. Déjà 9 réponses, c'est déjà 9 bien. réponses. Bon, bah, peut-être qu'on peut afficher les réponses. Olivier, si tu veux bien. Oui, je vais mettre fin au vote. Donc, voilà. Partager les résultats. Voilà. Bon, bah, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a quand même déjà, on voit bien que ce mouvement est en route et vous avez commencé à enclencher des démarches. Alors, et vous confirmez ce chiffre de 9 sur 10, a priori. Voilà. Autre question qu'on voudrait vous poser, c'est qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour avancer dans votre démarche? Et alors là, ça prendrait un peu de temps à regarder toutes les questions, donc on va vous laisser les écrire dans le chat et puis on les reprendra en fin de conférence. Donc je vous laisse écrire ce qui vous manque aujourd'hui pour avancer dans votre démarche ou ce qui vous manquerait pour avancer dans votre démarche.
Alors, j'ai envie de dire bienvenue dans l'ère du plus et non pas dans l'ère du moins. Parce que l'ère du moins, pour moi, c'est une heure de peur où on rejette les évolutions, on rejette les changements. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire sans son époque, on doit être dans son époque, donc autant en tirer le meilleur. Donc moi, j'aime bien ce concept de DRH augmenté, c'est-à-dire DRH qui a encore plus de capacité, et vous allez voir vraiment plus de capacité qu'il n'en avait avant. Donc je reprends cette notion de moins de tâches fastidieuses grâce à la technologie, plus de temps pour vous focaliser sur des actions stratégiques. Alors ça veut dire des actions stratégiques. L'avantage, c'est que grâce notamment à cette fameuse d'intelligence artificielle et à cette data, vous allez pouvoir prendre des décisions plus basées sur des données, donc sur des faits, sur des feedbacks qui correspondent mieux à la cartographie de l'entreprise. Ensuite, vous allez aller plus loin dans la personnalisation, pouvoir aller plus loin, pardon, dans la personnalisation et l'accompagnement des collaborateurs, que ce soit en individuel ou en collectif. Et ça va aussi, cette data, vous permettre de regarder ce qui se passe, de regarder là où certaines lacunes semblent apparaître, aussi bien en termes de compétences qu'en termes de ressources, qu'en termes de moyens. Et donc, ça vous permet d'avoir un pilotage à la fois plus agréable, plus efficace, plus serein et plus renseigné, donc plus défendable auprès justement des COMEX. Tout ça, bien sûr, n'est pas sans frein, et ça, je vais laisser Elvire en parler. Oui, effectivement, je dirais, ce serait se voiler la face que de dire qu'il n'y a pas, comme dans tout processus de transformation, d'évolution, de changement, c'est au final de cela qu'on parle, des résistances qui peuvent apparaître. Souvent, digitalisation rime avec déshumanisation dans la tête des collaborateurs. Donc, ce qu'il faut bien faire passer comme message, c'est que la digitalisation, effectivement, elle permet d'améliorer l'efficacité des processus et de mieux analyser les indicateurs. Mais elle ne va pas forcément prendre la place du RH, bien au contraire. Et c'est là où on va en reparler après. Il faut qu'il prenne toute son ampleur parce qu'en réalité, tous les champs de la RH sont touchés dans ces projets de transformation, à commencer par la stratégie et la politique RH de l'entreprise, jusqu'au réglementaire. Il y avait une conférence ce matin qui parlait de la RGPD, bon, ce n'est pas mon propos, mais on va dire qu'il y a des champs où l'automatisation des processus est relativement facile. Par contre, quand on commence à toucher au management ou à la performance, il faut être extrêmement vigilant à l'accompagnement et au développement des hommes. Et là, ce n'est plus la digitalisation seule qui peut opérer, elle doit être accompagnée. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, on disait qu'on parlait des besoins qui ressortaient essentiellement et on parlait du nouveau rôle du DRH. Je crois que selon moi, le vrai sujet, il est là. C'est qu'aujourd'hui, c'est au DRH de véritablement saisir l'opportunité d'être le porteur de sens auprès des directions générales dans ces projets de digitalisation qui se mettent en place dans les entreprises. Mais si on ne suit pas une méthodologie précise, on risque de tomber en butte à ces freins qu'on évoquait. Et selon moi, il est véritablement important de passer par ces étapes qui, tout d'abord, consistent à bien analyser et cartographier les ressources et les processus qui sont en place. Il va falloir réfléchir en amont sur les impacts que des projets comme cela vont avoir, à la fois en termes organisationnels, changements sur les rôles, responsabilités, opérationnels, sur les modes de fonctionnement et sur les personnes, parce qu'on s'aperçoit qu'on touche aussi à l'énergie et aux émotions des collaborateurs. Et innover, en fait, va constituer à réussir à donner une vision dans l'entreprise qui pourra être partagée par tous et qui permettra de définir les nouveaux objectifs stratégiques et les nouveaux résultats à atteindre à travers ces projets-là. Et ce n'est qu'à ce prix qu'on va pouvoir obtenir ce dont on parle beaucoup, on va y revenir en fin de conférence, un meilleur engagement des collaborateurs dans ces projets.
Alors, l'intelligence artificielle, je reviens sur ce fameux terme qui peut paraître un gros terme. On a beaucoup de personnes, enfin beaucoup de mes clients me disent oui, mais l'intelligence artificielle, il faut des compétences, data scientist, il faut être capable de comprendre la programmation, etc. Moi, je vous dirais que l'intelligence artificielle, c'est 10% de technologie, c'est 20% d'intégration et c'est 70% de déploiement. Et je ne suis pas la seule à le dire puisque le BCG, c'est un des chiffres qui sont sortis du BCG. Pareil, les grandes questions qui se posent et que me posent mes clients, et je vois bien que ça soulève des peurs, c'est quel équilibre entre éthique et croissance, comment éviter le sentiment d'isolement face aux robots et plus généralement à tout ce qui peut être, on va dire, techno, quelles sont les nouvelles façons, quelles vont être, quelles sont les nouvelles façons de manager, comment créer une culture de la confiance, parce qu'au-delà de le dire, il va falloir le faire. Et comment on va le faire? Alors, si d'un côté, on supprime des postes parce que la machine va remplacer, bon, quel langage pour faciliter la relation homme-machine? Comment les machines affectent-elles nos comportements? Et de quelles nouvelles compétences avons-nous besoin, et tout en étant sûr de pouvoir garder le contrôle? Ça, c'est vraiment des questions qui reviennent généralement dans les comités de direction que je peux animer ou même les équipes sur le terrain. Alors moi, j'ai envie de vous dire que l'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau. Ça fait un certain temps qu'on vit avec, mais on s'en rend même plus compte. Donc, ça va être pareil dans les RH, c'est-à-dire qu'on va identifier des choses qui vont pouvoir nous servir. Ça va se mettre au service de l'humain et ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que ça va se mettre au service des enjeux que la direction générale et les RH vont décider et ça ne va pas être l'inverse, je le répète. Toutefois, il va falloir identifier au milieu de tout ça les nouveaux rôles. Et là, on devient très concret pour utiliser au mieux l'intelligence artificielle au sein de ces RH. Et il y en a plusieurs, et notamment 3 qui me paraissent fort intéressants. C'est que le DRH va monter en responsabilité sur des zones comme le DRH va devenir vraiment responsable de l'expérience collaborateur. On va voir ce que ça sous-entend. Il va aussi devenir responsable de l'expérience conversationnelle. Et enfin, il va devenir responsable de la gestion et de cette fameuse Big Data RH. Alors, quand on parle d'expérience collaborateur, c'est dérivé du concept d'expérience utilisateur. Au départ, on voulait vraiment voir comment l'utilisateur, donc le client, vivait l'expérience de la marque. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est une expérience de la part du collaborateur. Et quand on parle d'expérience collaborateur, on aborde aussi directement ce concept de marketing RH. Je vous rappelle ce qu'est le marketing RH. C'est une stratégie permettant de créer une expérience candidat remarquable grâce au contenu de la marque employeur et grâce aux actions mises en place pour répondre aux problématiques, des attentes, et là je rajoute émotionnelles, de notre cible RH. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir penser à délivrer la meilleure expérience possible aux salariés, donc satisfaire les attentes et les besoins. Il va falloir considérer les émotions du collaborateur dans sa relation et ses interactions avec l'employeur. Et il va falloir aussi travailler sur la culture d'entreprise, cette fameuse marque employeur, en passant du recrutement jusqu'aux aspects pratiques, comment le salarié va gérer son contrat de travail, comment l'employeur va gérer tout ça, sur quelle plateforme on va le mettre, comment on va mettre en place un plan de carrière, comment on va le faire évoluer. Tout ça, les outils, je dirais la digitalisation, est là pour faciliter l'intégration. Alors, il y a une chose qui est quand même assez sympathique, c'est que quand on sollicite et on questionne les collaborateurs au sein des entreprises, et ça, c'est issu du baromètre des symétries d'attention qui est sorti vendredi lors de la conférence à laquelle j'étais d'ailleurs, on voit que 53% des collaborateurs évaluent une bonne harmonisation entre digital et relations humaines. Donc, en fait, les collaborateurs, ils n'ont pas tant peur que de la digitalisation que cela. Et en fait, ils se rendent compte que ça peut aussi leur être utile. Donc, vous voyez, le champ d'expérimentation et le terrain de jeu est assez propice. Alors après, quand on parle d'expérience conversationnelle, c'est la deuxième chose en termes de responsabilité que j'ai évoquée tout à l'heure, et bien, l'expérience conversationnelle, c'est comment on va créer de l'interactivité entre nos différents publics, que ce soit collaborateurs, que ce soit RH, que ce soit direction générale, comment on va marketer finalement cette relation. Et puis, il y a un outil qui peut intégrer, qui va intégrer d'ailleurs, et qui a déjà intégré bon nombre de sociétés, c'est ce fameux chatbot. Alors, ce chatbot,
c'est bien, mais le chatbot, on ne le prend pas et on ne le plug pas comme ça dans l'entreprise. Le chatbot, on doit lui donner une personnalité, une tonalité, donc ça, c'est aussi le rôle du DRH. On va devoir rendre à travers ce chatbot l'expérience différenciante et mémorable, et non pas taper 1, taper 2, voilà, il va falloir que ça devienne le plus proche d'une relation et d'une conversation humaine, donc il va falloir inclure de la considération et de la créativité, et il va falloir travailler à fond la richesse des scénarios pour être, encore une fois, au plus proche du terrain et de la réalité. Enfin, donc, quand on parle de gestion de la data, pour moi, c'est vraiment ce qui va permettre de marketer l'avenir. Donc, le DRH va avoir la responsabilité non seulement de la collecte des informations, donc à travers les différents sites, de sites de recrutement, sites de carrière. Il va avoir aussi la responsabilité d'évaluer tout ça, d'en tirer des statistiques et d'en établir des rapports. Mais des rapports, pas pour les mettre sur un bureau, les rapports pour que ça serve au développement et au pilotage. Après, le DRH donc, va devoir définir des indicateurs de pertinence pour être capable d'analyser les données récoltées et de voir par rapport à ces tableaux d'indicateurs. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être des usines à gaz, mais il faut que ce soit des indicateurs qui servent la stratégie. Et enfin, ça va aussi, cette data, permettre de repérer des grandes tendances et puis d'expliquer la performance individuelle versus le collectif, et tout ça pour aussi améliorer les réponses prédictives des algorithmes et être encore au plus près de nos besoins. Elvire ? Alors, justement, au niveau des DRH, c'est là où il va falloir se montrer proactif pour pouvoir, je dirais, imposer la fonction RH dans la gouvernance des projets d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que plus la culturation interne va se faire, meilleur sera le pilotage et à condition, toutefois, d'avoir les bons indicateurs de performance. Une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut le plus en amont possible aussi impliquer les partenaires sociaux dans ces projets-là, parce qu'on parle d'anticipation. Donc, voilà, on connaît en France le poids des partenaires sociaux dans les entreprises, et donc, il me semble très très important qu'ils soient aussi acculturés sur le sujet. Enfin, le point crucial, je pense que dans les conférences précédentes, on en a déjà parlé, c'est l'analyse des emplois et des compétences de demain, dont il faut se préoccuper véritablement dès aujourd'hui, et notamment voir les besoins autour de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. On va prendre un exemple, par exemple, en termes de recrutement. Voilà. Si on part de ce constat qui est quand même assez difficile aujourd'hui de voir que malgré tous les outils disponibles, puisque le recrutement est probablement le champ des RH sur lequel aujourd'hui on a le plus d'outils, que ce soit en termes de sourcing, de matching, d'évaluation des compétences, etc. Et malgré ça, les entreprises disent qu'elles ont toujours beaucoup de mal à recruter. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ? Encore aujourd'hui, moi, dans mon expérience, ce que je vois, c'est que le recrutement, finalement, on s'en préoccupe un peu au dernier moment. C'est-à-dire qu'on recrute un peu dans l'urgence et on n'a pas pris soin d'anticiper justement sur les besoins de demain. Donc, définissons dès aujourd'hui un peu les compétences dont on va avoir besoin, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que l'adéquation entre les ressources disponibles et celles que l'on souhaiterait avoir n'est pas forcément là. Un autre exemple, concernant justement la performance. On a assez peu parlé d'engagement jusqu'ici, et quand on lit ce chiffre, ça fait peur. D'autant qu'on sait que la France est probablement un des pays européens où les salariés sont le moins engagés aujourd'hui. Pourtant, le lien entre l'engagement et la performance n'est plus à démontrer. Donc, véritablement, la question aujourd'hui est de se dire, mais comment est-ce qu'on va réussir à booster l'engagement ? Et finalement, est-ce que c'est cet indicateur-là qui est pertinent dans la gestion de la performance, ou est-ce que c'est autre chose ? La qualité managériale, par exemple. Parce qu'on voit aussi que c'est souvent un peu le maillon faible dans les performances de l'engagement. Et parallèlement à ça, on passe à la diapositive suivante, quand on interroge les managers, on s'aperçoit que 93% des cadres de proximité
ne se sentent pas suffisamment armés pour répondre aux attentes des collaborateurs. Ça, c'est une étude de l'Observatoire de l'engagement qui nous le dit. Pourquoi? Parce que résistance au changement, manque de reconnaissance, manque de perspective d'évolution, problème de gestion du temps, difficultés relationnelles au sein des équipes. Donc, même si on sait que aujourd'hui l'équilibre vie privée, vie professionnelle ou une rémunération globale juste et attrayante sont des facteurs de l'engagement, on sait que ça ne suffit plus. Il faut que les managers, peut-être on peut passer à la diapositive suivante, que les managers soient en capacité de mesurer et d'évaluer ces signaux-là, ou en tout cas de les mesurer au quotidien, afin d'éviter le désengagement de leurs collaborateurs. Et pour ça, c'est eux qui nous le disent, ils ont besoin d'être accompagnés, de développer leur leadership, de développer, de les aider à développer la confiance, puisque la confiance, c'est ça qui va créer l'engagement et qui va doper l'attractivité vis-à-vis des collaborateurs. Donc, véritablement, le manager est en première ligne, mais il a besoin que la fonction RH l'accompagne et l'aide à gérer ces projets-là. Il faut véritablement miser là-dessus. Il reste 2 minutes. On a fini. Eh bien, on a terminé. Ouais, voilà. On a terminé, voilà. Le mot de la fin, alors Cathy, Elvire. Eh ben, en fait, ou des RH qui vous regardent, qui vous écoutent. Oui, parce que moi j'aurais envie de dire, c'est qu'il faut absolument maintenant intégrer les deux dimensions, la dimension stratégique et la dimension marketing, mais tout ça doit rester hyper orienté humain. C'est pour ça qu'on a on a eu envie de travailler en partenariat chez certains clients avec Elvire, parce que justement, on considère qu'on ne peut plus décorréler les deux, mais tout ça, encore une fois, doit bien servir les objectifs humains au cœur de l'entreprise. Elvire, tu voudrais conclure sur un complément? Non, bon, effectivement, c'était un peu le même genre de conclusion. Et c'est vrai que il faut bien décorréler l'outil de l'accompagnement des projets. C'est vraiment deux choses différentes et totalement complémentaires. Voilà. Alors nous, on ne veut pas faire la promotion de livres parce qu'on n'a pas le temps d'en écrire. Mais par contre, on va faire, dans le cadre d'un site que je dirais qui s'appelle ABC Lux, qui est partenaire de l'événement, je vais monter des masterclass et notamment, je vais en monter sur des grands enjeux RH. On va décortiquer des business cases. Donc, si ça vous intéresse de participer à ces business class, eh bien, mettez-nous votre mail dans le chat, par exemple, et puis on vous tiendra au courant de la sortie de ces masterclass. On vous remercie beaucoup pour votre attention.